Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors, bien évidemment, je vous retrouve pour vous parler du dernier chapitre de One Piece, et comme d'habitude, il y a pas mal de choses intéressantes à relever. Encore un excellent chapitre où il se passe pas mal de choses, et qui nous hype grave pour la suite, car ça s'annonce incroyable, très clairement. Quand je fais mes reviews, j'essaye toujours de relever le plus important car il y a toujours quelque chose à raconter et je ne tiens absolument pas à bâcler mes reviews. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot sur la première page, bien entendu. Suite des mini-aventures de Yamato, ce dernier ayant libéré Minatomo et les filles kidnappées. Nous approchons très clairement de la fin de ces mini-aventures. Plus qu'à savoir ce que vont faire Ulti et Peijuan, s'ils vont rejoindre Yamato ou non. En tout cas, nous sommes plus proches de la fin que du début, ça c'est sûr. Le chapitre commence avec Ripley qui emmène Franky vers ce qui semble être les vestiges d'une structure géante ressemblant à un robot. Ils y retrouvent Lilith et Bonnie qui sont à l'intérieur, bien qu'en réalité c'est parce qu'elles s'étaient perdues. Ce robot est vraiment très similaire au robot dans Le Château du Ciel, film des studios Ghibli, une petite pépite, et j'adore ça. C'est quand même ironique, mine de rien, parce que en ce moment, il y a la trend AI style Ghibli qui sévit, et ça, je déteste. L'IA, c'est très clairement dangereux pour notre futur, croyez-moi, et personne ne me fera croire le contraire. Mais bon, là, je divague. Mais en tout cas, c'est quand même assez ironique qu'il y ait cette traîne en ce moment et une ref évidente au Château du Ciel. Lilith estime que ces vestiges datent d'il y a 3000 ans, ce que Franky a du mal à croire. Il paraît assez évident que ce robot géant est lié à Nika, tout comme Emmet avec Joy Boy. Si on peut faire un résumé rapide, dans le premier monde, donc il y a 3000 ans, nous avions Nika et ce robot géant. Dans le deuxième monde, il y a 800 ans, nous avions Joy Boy et Emmet. Et enfin, le troisième monde, l'ère actuelle, nous avons Luffy et Franky. Le fait que ce soit Franky qui ait découvert ce robot n'est clairement pas anodin. Il est le prochain robot. Les trois mondes suivent un chemin précis. Et puis cela pourrait vouloir dire que les trois dieux du soleil ont des nakamas similaires. Et c'est ce que j'avais déjà spéculé depuis un moment, notamment en comparant l'équipage de Luffy et l'équipage, va-t-on dire, de Joy Boy. Quoi qu'il en soit, Lilith a décidé de faire de ces vestiges sa nouvelle base. Mais au moment où Franky demande à regarder à l'intérieur, ils sont surpris par l'un des monstres créés par Killingham, la foudre, Ripley confirmant qu'il ne lui dit rien. Au village de l'ouest, un autre de ces monstres des rêves, un Droger, je ne sais pas comment on prononce, n'en voulez pas, lance un assaut sur le village. Dory et Brogy étant absents pour donner leurs ordres, trop ivres et aux chiottes en plus de ça, les géants font du mieux qu'ils peuvent pour riposter contre ce squelette géant. La phrase de Brook, il y a comme un air de famille, m'a fumé de rire. Finalement, Nami raconte à Jarl leur expédition au château et lui parle du sosie de Shanks, ce qui incite Jarl à ordonner une recherche aux intrus. Jinbei en conclut que tout ceci est très probablement dû à un fruit du démon et décide qu'ils doivent absolument localiser l'utilisateur pour l'arrêter. Il tombe ensuite sur Coron qui part avec eux. Ok, ce gosse est définitivement déscolarisé, il fait l'école buissonnière le gamin. Je le trouve marrant perso. En tout cas, ce que j'aime bien, c'est que Coron est un parallèle évident à Luffy. Déjà, il voulait rejoindre Shanks, tout comme Luffy. Et ensuite, il ressemble à Luffy lorsqu'il a commencé son aventure.
Et franchement, j'adore ce genre de parallèle. J'adore ça. De retour du côté des Chevaliers Divins, on voit davantage à quel point le pouvoir de Somers est cruel. Quand Zoro a pu arrêter l'un des enfants grâce à des boucliers pour se protéger des épines, un autre l'a heurté, ce qui fait que les épines les blessent tous les deux. Et ça, c'est juste horrible. Donc, Zoro prend une corde et attrape l'un des gosses. Mais un autre des monstres des rêves de Killingham, Fenrir le loup géant, est prêt à l'attaque. Ce qui complique la chose de ouf, d'autant plus qu'il y a toujours le feu en cours et que les gamins sont gravement en danger quoi qu'il arrive. Nous avons appris que Gunko aime la musique de Brook, écoutant New World. Son casque montre les lettres TD, qui signifie Tone Dials, et Brook vendait sa musique en Tone Dials. Le morceau préféré de Gunko est New World, une chanson qui parle de la poursuite d'un rêve impossible, du dépassement des difficultés et de l'ouverture d'une nouvelle aventure avec une détermination inébranlable. Gunko a-t-elle un rêve impossible? Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Dans le chapitre 1142, on apprend qu'elle craint Nika, symbole de liberté. Et pourtant, elle aime précisément cette chanson. Peut-être que Gunko n'a pas peur de Nika à proprement parler, mais plutôt de son existence globale. Existence qui remettrait en question son choix d'appartenir à l'ordre des Chevaliers Divins. Je pense que Gunko n'est pas une dragon céleste, car contrairement aux autres, Shamrock, Somers et Killingham, elle n'a pas de nom complet et n'est pas appelée Sainte, contrairement à Saint Figarland Shamrock, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ma théorie est qu'elle était la servante d'Imu, que l'on voit dans le chapitre 908 et 1122, et qu'elle a en quelque sorte fait ses preuves en tuant le roi Cobra dans le chapitre 1085 avec son Haro Haro no Mi, rejoignant ensuite l'ordre des Chevaliers Divins. Le fait qu'il voulait recruter Loki ne fait que de renforcer l'idée que Gunko n'est pas de la noblesse mondiale. Une ancienne esclave, probablement une esclave victorieuse des jeux macabres des dragons célestes, devenue la servante, va-t-on dire, du roi du monde. C'est exactement comme ça que je l'imagine en fait, personnellement. Et Nika étant un symbole de liberté, tout comme un symbole de destruction, eh bien, c'est de son existence qu'elle aurait peur, qui remettrait en doute sa loyauté envers le gouvernement mondial, envers les Chevaliers Divins, envers Imu. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens. Alors évidemment, je peux me planter, mais pour moi, il est évident que Gunko n'a pas de sang de dragon céleste. Pour moi, c'est clair, parce que sinon, elle serait appelée Sainte Gunko. Sauf que c'est pas du tout le cas, elle nous a juste été présentée en tant que Gunko, en fait. Contrairement à Shamrock, Somers et Killingham. En tout cas, j'ai hâte que elle et Brook se rencontrent. Ça promet d'être drôle, vu que Gunko est en culotte et que Brook adore ça. Ouais, leur interaction risque d'être originale et insolite, faut le dire. À la fin du chapitre, de retour au village de l'Ouest, le squelette géant est finalement vaincu, mais plusieurs guerriers sont blessés. Deux autres monstres des rêves, un fantôme et un Nidhogg, apparaissent. Mais finalement, Dory et Brogy, qui sont enfin sobres, leur règlent rapidement leur compte. De plus, Scooper Gaban est présent avec les géants, ce qui redonne espoir aux villageois. Et ça c'est bon, Scooper Gaban va enfin rentrer en action. Clairement, quand il s'est battu contre Luffy, il n'était pas à fond, mais là, très clairement, ça va changer la donne. Et encore plus, quand il va se rendre compte que Koron n'est pas là et qu'il est parti avec les Mugiwara, il va criser.
Et si Sommers finit par utiliser son pouvoir sur Coron, eh ben ce sera pire, car on sait que Gaban aime son fils. Et clairement, ça les gars, ça promet de ouf. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Il y en a qui disent quand même que l'arc est mid. C'est pas du tout ce que je vois très clairement. Donc, que va-t-il se passer dans le prochain chapitre? Est-ce que on va voir Gaban en action? Est-ce qu'on va rester sur les chevaliers divins, sur les Mugiwara qui tentent de débusquer les méchants? Ou est-ce qu'on va retourner sur le groupe de Luffy avec Loki? Bref, pas mal de possibilités pour le coup. En tout cas les amis, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec votre ressenti sur ce chapitre, ce que vous en avez pensé, ce que vous voyez pour la suite. Si vous partagez une théorie sur Bunko également, ce que vous pensez de ma théorie la concernant. Personnellement, je peux me planter, mais je pense que j'ai raison sur la moitié au moins. Pas totalement sûr pour la suite, mais c'est très probable que Bunko soit une ancienne esclave devenue chevalier divin. Ça me paraît assez évident pour le coup si on se base sur des éléments flagrants, sa présentation notamment, mais bon voilà. Donc en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification bien sûr. Bye bye.